monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, épisode 105, saison 1, 105, comme l'année en l'an 5 où la Chine a inventé le papier, oui. Au sommaire, ce soir, Benyamin Netanyahou a tenu aujourd'hui une réunion spéciale consacrée à la Syrie et à son lien avec le dossier libanais, un entretien après les déclarations de Donald Trump suggérant que Damas pourrait contribuer à gérer la menace du Hezbollah. Cette proposition du président américain d'impliquer donc le régime d'Al-Shara est prise très au sérieux par Israël, même si certains responsables israéliens sont quand même inquiets. L'Arabie saoudite voudrait elle aussi placer des forces du régime syrien à la frontière israélo-libanaise. Est-ce que la Syrie peut-elle vraiment venir en aide à Israël pour désarmer le Hezbollah au Liban ? On posera la question à nos débatteurs dans quelques minutes. 4 débatteurs, 4 informations, ce sera pour le tour de l'info. Et notre second débat sera consacré à l'accord entre l'Iran et les États-Unis alors que les négociations se poursuivent toujours entre les deux pays. Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Koweït auraient envoyé des messages de désapprobation à l'administration Trump concernant cet accord avec l'Iran. Ces pays du Golfe sont inquiets car ils craignent justement que Téhéran n'en sorte renforcé. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est d'ailleurs aux Émirats arabes unis en ce moment pour tenter de calmer les inquiétudes de ces pays du Golfe. Cet accord est-il donc mauvais pour le Moyen-Orient ? Ce sera le thème de notre deuxième face-à-face. Et nous serons avec le consul général de France à Tel Aviv, Mathieu Nouvel-Gervaiso. Il va nous parler de la chaîne WhatsApp qui vient d'être lancée par l'ambassade de France en Israël, destinée aux Français qui vivent ici, afin qu'ils puissent avoir en temps réel toutes les dernières informations, les consignes de sécurité, les recommandations importantes, des données donc essentielles. On l'a vu récemment en période de guerre. Ça sera l'interview du tac au tac. Et puis il y aura évidemment Julien Assal qui aura un petit message pour vous en fin d'émission. Ça sera la carte blanche. Vous êtes bien installés ? Allez, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 105, et qui compose l'équipe des débatteurs de Ça se débat. Ce soir, on va commencer, comme d'habitude, à Tel Aviv avec vous. Henri Béton, bonsoir. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous retrouver. Je ne sais pas si vous avez vu cette info que le chef d'état-major de Tsahal a envoyé un message au rabbin. Il assure « Nous manquons de milliers de soldats. Nous avons besoin de femmes combattantes ». C'est un nouvel appel donc, de l'armée israélienne. Oui, j'ai vu ça, comme tout le monde, et il est fondé à le faire parce qu'effectivement, non seulement on a besoin d'hommes, il en manque tellement, mais aussi on a besoin de la compétence des femmes. Elles l'ont prouvé d'ailleurs sur le terrain. Elles font aussi bien, si ce n'est mieux, que les hommes. Et notamment, nous avons eu des tankistes femmes qui ont fait un travail remarquable le 7 octobre, qui ont sauvé toute une part du front sud à côté du Sinaï. On leur tire notre chapeau et j'approuve totalement l'appel de notre chef d'état-major. Et de pilotes. Gaël Zamir. Et les femmes pilotes. Oui, sans compter les pilotes, bien entendu. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Guy Poran, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez vu que ça y est, l'audience est terminée pour Benyamin Netanyahou. 98 audiences, 10 ans d'enfer, selon le Premier ministre israélien. Oui, j'ai vu ça, je suis très heureuse. Mais ce qui m'a étonné beaucoup, c'est qu'il a donné à la fin une speech comme quoi ça durait 10 ans d'enfer, mais sans dire que c'est grâce à lui que ça durait 10 ans, parce qu'il n'a pas arrêté de donner des excuses de ne pas venir, d'annuler les sessions, etc. Et ça a pris beaucoup plus long que nécessaire, mais en espérant que maintenant, ça va aller vite vers une conviction. Le jugement, on verra. En tout cas, pour l'instant, l'audience du Premier ministre israélien est terminée. 98 audiences au total. Et à Paris, nous sommes heureux d'accueillir Yael Lerer. Merci d'être avec nous ce soir. Ça va pas trop chaud parce que là, c'est compliqué en France avec cette canicule qui se poursuit. On voit pas le bout. En fait, c'est un enfer. Mais c'est la faute de nous tous. C'est-à-dire, c'est l'humanité tous. On parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas des réchauffements climatiques. Et quand on a parlé de ça, tout le monde dit qu'il y a des alarmistes, des personnes qui exagèrent et tout ça. Et maintenant, il faut qu'on vive avec. Et c'est une vraie question et c'est très, très compliqué parce que le modèle qu'on connaît d'Israël, ce n'est pas un modèle que je souhaite d'avoir à Paris, c'est-à-dire être dans ton appartement climatisé, descendre dans
ta voiture est climatisée, arriver à ton bureau climatisé sans avoir une roue, sans avoir des cafés, sans avoir rien, c'est pas exactement le mode de vie idéal, selon moi. Mais c'est vraiment très, très compliqué. Et moi, chez moi, aujourd'hui, il avait 34 degrés à la maison. 34 sans clim, à la maison. Mais dehors, il avait beaucoup plus chaud. Signe, en effet, du réchauffement climatique. Henri ? En réalité, il faut faire ça à Lyon. Il fait bien meilleur ici qu'à Paris. Exactement, voilà. Ici, on a presque, nous, trop froid, tellement il y a de clim. Mais bon, j'ai pas envie de vous dire ça à vous, c'est vrai. En ce moment, c'est compliqué. Et à vos côtés, Yael, il y a Jean-Michel Cohen. Bonsoir Jean-Michel. Oui, moi ça va très bien. Écoutez, ça va, vous avez fait du shopping cet après-midi Parce que c'est le début des soldes d'été. J'ai fait du shopping ce matin et... Non, j'ai pas fait des soldes, j'ai été acheter des cadeaux pour la bat mitzvah de ma petite fille, mais en dehors de ça, le matin, on peut se promener, il fait 25 à 27 degrés. Moi, j'ai la chance d'être climatisé chez moi, je regrette Yael, et je suis climatisé à mon cabinet médical, et finalement, j'arrive quand même à sortir, mais le reste du temps, je me mets en climatisation. Les gens en France sont tellement habitués à avoir une température de climat tempéré qu'ils se rendent pas compte que pour les quelques jours qu'on a d'excédent de chaleur ici, il y a des gens partout dans le monde entier qui ont des chaleurs beaucoup plus torrides que ça. On s'adapte, le corps s'adapte aussi. Donc je suis pas aussi inquiet que vous, Yael. Bon, en tout cas, courage parce que ça risque encore de durer quelques jours. Et c'est maintenant le moment de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de notre émission d'hier. On va rappeler la question. Une force armée arabe est-elle la seule solution pour désarmer le Hezbollah ? Eh bien, vous êtes 52% à avoir répondu non, comme Marilyn Smadja. Et à la question Tsahal doit-elle rester présente dans les zones tampons pour assurer la sécurité d'Israël ? Eh bien, vous êtes également 93% à avoir répondu oui, comme Chaim Berkovitch. Et on commence avec notre premier débat. Et Benjamin Netanyahou qui a tenu donc aujourd'hui une réunion spéciale consacrée à la Syrie et à son lien avec le dossier libanais, un entretien après les déclarations faites la semaine dernière par Donald Trump qui suggère que Damas peut contribuer à gérer la menace du Hezbollah. Cette proposition du président américain d'impliquer le régime d'Al-Shara est prise très au sérieux par Israël, même si certains responsables israéliens sont inquiets. L'Arabie saoudite voudrait elle aussi placer des forces du régime syrien à la frontière israélo-libanaise. Est-ce que la Syrie peut-elle vraiment venir en aide à Israël pour désarmer le Hezbollah au Liban ? On va poser la question à nos débatteurs et nous avons décidé de poser cette question à Yael Lerer et à Henri Bétan. Vous allez voir, ils ne sont pas du même avis. Ça se débat, saison 1, épisode 105, face à face numéro 1. C'est parti. Yael, vous allez commencer. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Et Henri Bétan, ensuite, vous enchaînerez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt ? On n'oublie pas, on a 1 minute, pas plus, pour convaincre les téléspectateurs. Allez, Yael, c'est parti, c'est à vous. En fait, évidemment, ce n'est pas une solution. C'est-à-dire, la seule solution qu'on peut avoir au Liban, c'est un accord de paix. Il faut qu'Israël sorte complètement du Liban. Et le seul chemin pour le faire, c'est un accord de paix. Évidemment, faire entrer encore un acteur avec toute l'histoire qu'on a au Liban, avec Bachar el-Assad, l'intervention syrienne, ça ne peut pas avoir des résultats raisonnables. Mais le problème, c'est encore une fois, une proposition de Trump. En Israël, tout le monde, Trump, c'était l'idole. On a des propositions de Trump, on aime Trump, on a compté sur Trump. Et maintenant, on voit que chaque jour, il a complètement changé. Et chaque jour, il arrive avec beaucoup de propositions qui sont complètement déconnectées de la réalité. Alors, je pense que les Israéliens, qu'on en était trop heureux parce que Trump joue pour nous, ils ont vraiment trompé. Et la seule solution, c'est la paix. Henri Bétan, à vous. À la place d'Al-Shara, je n'en ferai rien parce qu'il n'y a que des coups à prendre. D'abord parce qu'il est à la tête d'un assemblage armé qui est hétéroclite quand même, du Daghestan, des Afghans, un peu de Syriens, ce qu'il reste de l'armée d'Assad. Et je ne suis pas sûr que même
réduit comme il est, le Hezbollah ne pourra pas faire face à un assemblage de cet ordre-là. Deuxièmement, et il a bien fait de refuser poliment aux propriétaires de la Maison Blanche de se servir de lui, parce qu'effectivement, on ne sait pas dans quel dessein, véritablement, Trump a fait ça. Peut-être pour faire place à son ami Erdogan, qui, depuis longtemps, essaye de s'implanter en Syrie, et ce qui nuit terriblement aux autres pays arabes qui n'auront absolument pas envie de voir un Ottoman revenir dans la cour d'école des Arabes. Guy, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Henri ou avec Yael? Je voudrais dire que je serais, tout d'abord, il paraît que les Syriens, le président syrien, il n'est pas d'accord pour l'instant. Mais si c'était possible, s'il serait d'accord de faire une vraie bataille contre le Hezbollah là-bas, je ne suis pas contre sous les conditions qu'il va promis au président Trump et tout le reste, que dès que cette mission est finie, il va sortir du Liban et laisser le gouvernement libanais faire un accord avec Israël qui est possible. Ça, je serais très, très, très positif. Jean-Michel, est-ce que vous pensez que Ahmed al-Shara et la Syrie, ils peuvent réellement réussir à désarmer le Hezbollah? Il n'y aurait pas un conflit d'intérêts quand même? En fait, la réalité, c'est qu'on connaît les méthodes d'Al-Shara, c'est-à-dire que si Israël tente d'avoir une armée morale et s'interdit un certain nombre de pratiques, quand on connaît le passé d'Al-Shara, on sait très bien qu'une lutte entre le Hezbollah et l'armée si on peut appeler ça une armée d'Al-Shara, ça va être une véritable boucherie. C'est-à-dire que les règles de la guerre seront totalement oubliées et que c'est le plus fort qui gagnera avec n'importe quel moyen, n'importe quel prix. Pour répondre à Yael tout à l'heure, quand on dit il faut un accord de paix, pour avoir un accord de paix, il faut être deux. Or, jusqu'à présent, on n'a jamais entendu le Hezbollah dire nous voulons un accord de paix avec vous, nous ne vous bombarderons pas, nous n'essaierons pas de faire d'intrusion, etc. Donc, je crois que la paix du côté d'Israël, tout le monde la souhaite, de tous les côtés, mais je n'ai pas l'impression que ça soit possible. Et pour Al-Shara, si c'était possible d'intervenir et s'il arrivait à réussir à extirper le Hezbollah et à rendre le Liban aux Libanais et pas à cette armée terroriste, oui, bien sûr, ça serait acceptable. Mais ça sera une guerre vraiment sale. Hein. Yael? C'est juste... En fait, chaque fois, on dit la même chose sur ce plateau-là. Oui. Non, mais il y a la vérité et il y a les fausses informations. La vérité, c'est que depuis... les années 70 et plus depuis les années 90, les Palestiniens, d'abord, proposaient un accord de paix. Non, mais c'est important. Et après, il avait l'initiative arabe qui était confirmée par tout le monde islamiste, c'est-à-dire dans les sommets des pays islamistes. Il y a une initiative qui date depuis le début des années 2000, qui dit à Israël on peut faire un paix régional. D'accord. Et ça, c'est accepté par tous les pays arabes. Okay. Le 7 octobre était un acte de paix, alors, le 7 octobre, ce n'était pas du tout acte de paix. Mais ce qui s'est passé avant le 7 octobre, est-ce que c'était des actes de paix? Chaque fois qu'il y a eu des demandes de paix, chaque fois qu'il y a eu des demandes de paix, ça a été refusé par les Palestiniens. Non, mais c'est exactement pas ça. Chaque fois qu'il avait une initiative de paix, c'était refusé par Israël. Et ça, c'est documenté. Alors, vous pouvez pas. Et moi, je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre était horrible. On ne fait pas la paix avec des bons sentiments, madame. C'était horrible. Non, mais c'est pas les bons sentiments. On ne fait pas la paix avec des bons sentiments. Si vous dites qu'il faut bombarder Gaza, qu'il ne faut pas faire des paix, qu'il faut tuer. Ne mélangez pas tout. Je vous parle d'Al-Shara, du Hezbollah. 70 000 personnes, 20 000 enfants. Oui, bien sûr. Il faut faire ça parce qu'il avait le 7 octobre. Je suis désolée, mais Israël, il a fait le 7 octobre. Vous êtes moi, je ne suis pas LFI. Mais Israël a fait plus que le 7 octobre. Israël a fait à 2009. Israël a fait encore une fois à 2014. Israël a fait à 2021. Et tout ça, vous parlez du Hezbollah. Justifie pas le 7 octobre. Ça, c'est typique de vous. C'est typique de vous et de vos petits camarades. Rien justifie le 7 octobre. Je vous parle du Hezbollah, vous me parlez des Palestiniens, des bombardements. Parce que vous dites qu'il est monde arabe, vous. Je dis pas parce que Yael, en effet,
que le monde arabe refuse tout le temps les accords de paix avec Israël. Oui. Mais c'est pas vrai. Ils veulent un C'est accord juste- de paix on entre se les deux. reconcentre. On parlait C'est en juste pas effet vrai. du Hezbollah au Liban. Vous parlez et vous êtes plutôt pour la voie diplomatique, Non, mais un moi, je dis accord. qu'ils sont partis. En revanche, Non, mais- il y a eu quand mais même un c'est accord pas- de cessez-le-feu en novembre 2024 entre Israël et le Hezbollah. Et c'est qui l'a Malheureusement, brisé? nous sommes et c'est- 2 ans. Et Et ben, c'est qui l'a brisé? Et c'est qui l'a brisé? Ah bah, pour on vous, voit tout quand est même tiré des du côté drones, des d'Israël. roquettes Non, quand non, même pas du tirées tout. Pas du quotidiennement sur Israël. Il y Mais avait ça, des c'est pas roquettes. grave pour Yael. Non, Ça, non, c'est pas grave. moi, c'est grave. Moi, On va c'est- faire la paix. Non, exactement. On va tout vous donner, Non, puis on va faire la exactement. paix. Et moi, vous savez pourquoi? Parce que moi, j'habitais à Kiryat Shmona. Et moi, je vois c'est quoi qui se passe maintenant à Kiryat Shmona. Et vous les, Et moi, vous les j'ai- défendez? Moi, je pense que c'est horrible qu'on bombarde le nord d'Israël. Eh C'est ben voilà. horrible. Et justement, C'est si horrible. vous Mais vous habitez à voulez Kiryat faire la paix, Shmona, donc Mais il a bombardé. la question, c'est pourquoi. Moi, je pense que c'est horrible. Il y a toujours 1 million de Libanais qui sont pas chez eux. Chaque fois, les pays Mais qui attendez, brisent nous sommes dans la le confusion la cessez-le-feu, plus c'est totale. Israël. Faut avancer. Alors, moi, je suis contre les bombardements des deux côtés. Moi, je suis pour Oui. des accords. Trop de temps. Moi, je suis J'hésite. pour un accord Yael. de paix. Alors, Je me demande toujours. et moi, quand Yael. j'ai fait ça, c'est pour Je l'intérêt me demande des toujours. Israéliens, des Palestiniens, des Libanais, Attendez, des on va Iraniens, pour s'expliquer. les civils, partout. Madame, Alors, si vous attendez, on peut justifiez- dire 2 mots avec vous? On ne Faut sait que tu pas. l'arrêtes. Si vous justifiez une guerre, C'est- vous justifiez une guerre, alors tout le monde souffre. Et moi, je Gaël, suis contre Paris. les souffrances Vos civiles. prises de Paris. position, Ça y est. vos prises de position, elles me font toujours me poser la Attention, question de Paris. savoir si c'est de la naïveté, de la faiblesse ou du masochisme. Non, c'est pas, c'est au contraire. Et Gaël, je pense quand on- qu'il vous. attention, je vais rebuzzer. On revient un petit peu ici à Tel Aviv. Gaël, est-ce que vous pensez que un accord, c'est réellement possible? Est-ce qu'il ne faut pas, une bonne fois pour toutes, éliminer de manière, en termes de militaire, que ce soit l'armée israélienne, Al-Shara, peut-être une force, la finule évidemment, on voit que ça ne sert pas à grand-chose, mais peut-être une autre force, avec peut-être les forces américaines, pour réellement parvenir à désarmer le Hezbollah? Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas possible. Avec tout ce que nous avons fait contre le Hezbollah et tous les soldats qu'on avait perdus, et le nord d'Israël, etc., il faut être réaliste. Ce n'est pas possible d'éliminer le Hezbollah. Maintenant, pour avoir un accord, il faut avoir certains éléments qui ne sont pas en place à ce moment. Il faut avoir de pression internationale, il faut avoir l'Amérique, il faut que les gouvernements libanais soient suffisamment forts pour combattre le Hezbollah. Et ça, malheureusement, pour l'instant, ça n'existe pas. La question, c'est est-ce que être là-bas, maintenant, l'armée israélienne, dans la zone, ce qui s'appelle les zones de Zone différence, de sécurité, on avait fait ça plusieurs fois auparavant. On perd les soldats tous les jours. On a perdu 5 il y a 2 jours et plus de 30 depuis le début. Et on n'arriverait pas vraiment de changer les choses. Le fait qu'ils trouvent encore une tunnel, encore des missiles là-bas, ça ne change rien dans le fond des choses. vous, il faut Ça que ne change Tsahal- pas dans la sécurité du nord d'Israël et ça ne change pas. Il y a pas mal de généraux et de gens de la sécurité qui disent qu'on peut retirer, garder la vie de nos soldats et continuer de bombarder avec les avions, Mais etc. sans faire zone tout ça. tampon, ça veut dire que les forces israéliennes resteront en présence sur Absolument. Ça ne sert à rien pour l'instant parce qu'ils continuent de tirer de missiles, de drones, etc. Ils continuent de tuer nos soldats là-bas et le nord d'Israël n'est pas vraiment sécurisé. Alors il faut garder la vie des soldats. Henri, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'éventuellement Tsahal pourrait se retirer de Juste cette un zone mot tampon dans le sud du Liban? Pour mettre de l'éclaircie devant le confusionnisme extraordinaire qu'on vient d'entendre de la part d'une analyste politique. L'initiative saoudienne n'a rien à voir avec le Hezbollah. Même si elle a été décidée à Beyrouth, c'est une chose. Et d'ailleurs, les Saoudiens sont contre le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est l'envoyé de l'Iran. Et dans ce sens-là, c'est un occupant de Liban plus qu'autre chose. Alors, rejeter tout ça dans une confusion totale, dans un méli-mélo, dire que si on faisait la paix avec le Liban, le problème du Hezbollah serait résolu, à mon avis, c'est ne rien connaître à la situation ni des pays arabes, ni de l'Iran, ni du Liban. Même si on passait un accord avec le Liban, ça ne vaudrait rien s'il n'y a pas un appui derrière des pays arabes et des Américains. Parce que
le gouvernement libanais est très faible. Il ne compte pas. C'est un gouvernement qui est à la tête d'une armée qui ressemble plus à une troupe de scouts. Et il n'a pas les moyens d'établir ni sa souveraineté, ni quoi que ce soit. Mais néanmoins, dans l'état des pays arabes tels qu'ils sont actuellement, ils sont eux aussi incapables de gouverner le Liban. Ils l'ont suffisamment prouvé. Et donc, aller se réfugier dans l'initiative prise en 2002 par l'Arabie saoudite, c'est le plan de paix arabe, dit arabe, pour dégager le Hezbollah, c'est ne rien comprendre. Mais la question maintenant, est-ce que la façon dans laquelle l'armée israélienne est là-bas à ce moment, considérant tout ce que vous avez fait, je suis d'accord, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour améliorer, maximiser notre situation? Nous sommes dans une confusion totale du fait de la confusion qui a saisi notre partenaire principal, les États-Unis, et qui a aggravé encore la confusion. Il n'y a pas d'autre moyen que d'abattre le Hezbollah, parce que c'est l'agent de l'Iran. Il faut absolument l'éliminer, d'une manière ou d'une autre, avec une coalition internationale ou seulement avec Israël. Mais on voit qu'on n'arrive pas à l'éliminer. Mais on est en train de le diminuer. Non, on n'est pas en train. On est dans la défense là-bas à cause des ordres des États-Unis. Nous sommes dans la seule défense. On n'arrivera pas d'attaquer les vraiment. C'est ça, et on perd des soldats tous les jours. Oui, c'est pas notre principal, mais au-delà des pertes qui nous causent évidemment de la douleur émotionnelle, il y a le facteur guerre. Effectivement, nous sommes en train de terrasser le Hezbollah. Si jamais on nous laissait les coups des franches, oui, on pourra le terrasser. Le réduire à sa portion congrue, sans l'intervention ni de la Syrie, ni des autres pays arabes, ni a fortiori des États-Unis, qui ne font faire que des bêtises actuellement. En tout cas, pour l'instant, on est encore loin d'un accord. Il y a eu hier le 5e round de négociations entre Beyrouth et Jérusalem. Ça s'est passé à Washington. Et pour l'instant, on est encore loin d'un accord. On va clore ce premier débat et on va passer au tour du reste de l'info. Vous connaissez le principe 4 informations pour 4 débatteurs et chacun peut réagir l'un après l'autre. Guy, on va commencer avec vous. Une nouvelle manifestation aujourd'hui de la communauté orthodoxe en Israël. Des milliers de personnes se sont mobilisées contre l'enrôlement des étudiants des yeshivot, des écoles talmudiques dans l'armée israélienne. Des convois de véhicules sont partis de 19 villes du pays pour converger vers la prison militaire numéro 10 près de Kfar Yona dans le nord, près de Netanya, où sont détenus plusieurs réfractaires justement à la conscription, et ces mobilisations ont causé plusieurs embouteillages dans le centre du pays. C'est incroyable ce qui se passe, mais je vous rappelle, les Haredim, les orthodoxes, ils font partie de ce gouvernement. C'est depuis le début de ce gouvernement, ils sont arrivés de demander et de recevoir de la part de Netanyahou tout ce qu'ils voulaient, 2 milliards de shekels dans toutes les activités, toutes les lois. Et maintenant, le gouvernement est en train de faire une législation qui le permet de ne pas aller à l'armée. Le gouvernement n'arrête pas vraiment les déserteurs. Ça veut dire que ces gens-là, ils savent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a même le Ben Gvir, qui n'est pas Haredi, et il dit qu'il ne faut pas utiliser les violences pour leur disperser, et il voit qu'il peut faire une anarchie. C'est le groupe qui ne contribue pas dans l'économie israélienne, qui ne va pas à l'armée, qui reçoit beaucoup d'argent, et maintenant, il bloque Israël. C'est incroyable. Henri Bétan, quand on voit ces images aujourd'hui de ces religieux, ces orthodoxes qui assurent et crient haut et fort qu'ils préfèrent mourir plutôt que de s'enrôler dans le Tsahal, qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, ça plonge dans la stupéfaction. Comment des juifs prétendument religieux, respectueux de la Torah, qui connaissent quand même le passé du peuple juif, de l'obligation de défendre et donc de s'engager, parce que dans la Torah, c'est Dieu qui commande à Moïse de choisir parmi les plus braves d'entre les combattants et de les envoyer défendre la terre d'Israël. Ils ont inventé un nouveau judaïsme. Eux, c'est le judaïsme des sectes. Ils n'ont affaire qu'à leur grand rabbin. Judaïsme parasite. Oui, et donc
c'est stupéfiant de voir, tout près de chez moi d'ailleurs, ces espèces de hooligans en Strammel, en train de tout casser, pour ne pas faire l'armée, pour ne pas faire leur devoir religieux. Heureusement que d'autres ont une autre conception. Mais ces manifestations que nous voyons s'inscrivent dans le cadre aussi de la majorité actuelle et dans la perspective des élections à venir. Parce que ceux qui manifestent aujourd'hui, en fait, on ne le sait pas, mais ils manifestent aussi contre Netanyahou. On imagine que ce sera d'ailleurs un sujet de campagne. À leur menace. On imagine que ça va donc être un sujet. Je lui donne mon accord. Un sujet de campagne. On va marquer une courte page de publicité. On revient juste après pour la seconde partie de Ça se débat. Restez avec nous. À tout de suite sur i24 News. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Les salades sont ici, brocolis. Bonjour, pardon. Excusez-nous. Vous n'étiez pas au courant ? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec un temps garanti, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Otzar HaTorah rayonne désormais aussi en Israël. Otzar HaTorah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante ? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire, faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, une opportunité exceptionnelle s'ouvre pour vous en Israël, en particulier à Ranana, Tel Aviv et Netanya, où nous avons signé des accords exclusifs avec les plus grands promoteurs du pays. Des prix réservés, introuvables ailleurs, une plus-value immédiate et un plan de paiement ultra avantageux, pensé pour faciliter votre achat. Des opportunités uniques, des achats sécurisés, une vision internationale. David Jamy Group. Real Estate Opportunities. אני דיין משדרות. אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת. אנחנו עובדים על המופע במשך שנתיים. המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר. זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוצאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת. תבואו לראות אותנו. Besoin d'être toujours connecté à l'actualité ? Reportages, débats, interviews, analyses d'experts. Accédez à tous nos programmes où que vous soyez depuis votre téléphone, votre tablette ou votre Smart TV. Partout, tout le temps, avec l'application i24 News, retrouvez la chaîne en direct et en replay, les articles et analyses. Alors ne perdez pas une minute, téléchargez dès maintenant l'application i24 News.
De retour sur le plateau de Ça se débat, toujours en compagnie de Guy Poran, Henri Bétan et à Paris, Yael Lerer et Jean-Michel Cohen. On va continuer notre tour de l'info justement avec vous, Jean-Michel. Et cette info, c'est Ben & Jerry's Israël qui lance une nouvelle glace en hommage aux localités du sud d'Israël, directement touchées le 7 octobre. Milk and Honey, lait et miel, c'est le parfum de cette glace. Et elle est entièrement conçue à partir de produits issus des communautés qui ont été frappées le 7 octobre. Le lait, il vient du kibbutz Alumim. Le miel, il vient des ruches du kibbutz Yad Mordechai. Et les morceaux de chocolat qui sont en forme d'étoile de David sont fabriqués à Beersheva dans une entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap. Et attention, tous les bénéfices vont aller directement et contribuer à la reconstruction de cette région du sud d'Israël. Oui, écoutez avec plaisir. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Si c'est l'avis du nutritionniste, il est mauvais par principe. Ça veut dire que les glaces en général de ces marques-là sont extrêmement riches, extrêmement grasses, extrêmement sucrées. Mais en l'occurrence, elles ont été faites avec beaucoup d'amour. Donc ça signifie qu'on a envie de les approuver. Mais je répète quand même que c'est une friandise. Sur le reste, j'avais été très interpellé par la polémique à propos de Ben & Jerry's. Quand on veut stigmatiser des gens qui habitent dans un territoire que l'on dit contester, et que pour ça on se sert de l'économie locale pour essayer de créer une punition qui n'a de valeur que symbolique d'ailleurs, parce que ça n'a jamais, les boycotts n'ont jamais empêché les gens de consommer les produits. Donc ça, c'est connu depuis tout le temps. C'est quelque chose qui me choque beaucoup. Donc Ben & Jerry's, c'est l'équivalent des autres marques de glace. À la limite, quand c'est fabriqué avec des produits dont on sait qu'ils vont participer à la reconstruction des maisons des personnes qui ont été touchées, je peux qu'approuver. Mais par contre, les opérations de boycott qu'ont lancé les propriétaires de Ben & Jerry's, qui n'étaient que les délégataires de Unilever, c'était proprement un acte sale, je veux dire, et un acte assez méprisable qui fait que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, ont cessé de consommer ces produits. Mais là, si c'est fabriqué de cette façon-là, avec noblesse, écologie et amour pour distribuer aux autres, je suis pour. À consommer avec modération, on va quand même en manger tous une, comme ça au moins on aura contribué à la reconstruction du sud d'Israël. L'info cette fois de Henri Bétan, c'est la première ministre du Danemark qui assure que le premier centre de retour pourrait voir le jour d'ici 1 an. C'est un nouveau règlement européen qui permet aux États qu'ils souhaitent d'installer des centres de retour pour y transférer les migrants visés par une obligation de quitter le territoire. Une de ces structures pourrait donc rapidement voir le jour au Danemark, et ce, dès l'année prochaine, dès 2027. Alors, je ne sais pas si c'est un précédent qui a été inspiré par Israël aussi, parce que discrètement, il y a quelques années, on a quand même établi des accords avec certains États africains qui ont récupéré des immigrants indésirables en Israël pour des raisons multiples et variées. Je ne sais pas s'ils se sont inspirés de la chose, mais ça, c'était dans l'air, en tout état de cause. Mais l'initiative de Danemark, je crains qu'elle ne fasse long feu, parce que, vous savez, en Europe, il faut l'unanimité pour décider en tant qu'Européens. On sait très bien que le président Macron s'y est opposé pour des raisons de principe, et alors que les autres sont d'accord. Et il suffit d'une seule opposition pour ruiner l'initiative, à moins que, pays par pays, ils décident de se passer de la réglementation européenne et d'agir dans l'intérêt national, ce qui est une clause aussi du traité européen, et de le faire. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, si elle est accompagnée d'un dispositif humanitaire, d'accompagnement, de traitement civilisé, et de permettre à ces intouchables, pour l'instant ils sont intouchables en Europe, de réfléchir loin de l'Europe et de se trouver une nouvelle destination. Pas comme il avait fait Trump comme il a poussé. Non, hélas, là-bas, c'était avec séparer les enfants de leur mère, etc., c'est indigne. Là, ce sera la manière européenne un petit peu plus douce. Encore faut-il voir réellement en place donc ces centres. Et votre info, Yael Lerer, c'est celle-ci, la France qui a rendu hommage hier à Marc Bloch, historien et résistant. Il a été accueilli au Panthéon, et pour l'Élysée, cette entrée célèbre un homme qui a pensé le passé pour agir au présent. Je cite, une cérémonie a donc eu lieu hier
en l'absence du Rassemblement national. Et la famille de Marc Bloch s'est dit satisfaite. Pour nous, c'est important de souligner notre opposition à l'extrême droite. Le programme que défend ce parti va totalement à l'encontre de Marc Bloch, selon l'arrière-petit-fils de ce résistant français. En fait, moi, je recommande à tout le monde de regarder la cérémonie. On peut la trouver sur Internet. C'était une cérémonie très, très émouvante, y compris les prises de parole du président. Et en fait, toute la cérémonie a montré c'est quoi les dangers d'extrême droite. Comment un grand historien, un professeur comme Marc Bloch, qui enseignait à la Sorbonne, comment un jour, il y a l'extrême droite qui monte. Il y a beaucoup de collaborations avec les nazis, et chez tout le monde, en fait, et à l'université, chez les policiers, on a confisqué. En fait, quand on raconte cette histoire de Marc Bloch, qui était un soldat, et en fait, il était décoré dans les deux guerres. On voit, et lui, il était assassiné par les nazis, encore une fois, et suite à collaboration. Et ça, c'est vraiment une mémoire vivante qui était. C'était pas il y a si longtemps que ça du danger d'extrême droite. Alors, et moi, et c'est important pour moi, c'est moi qui demandais de parler de ça et sur les plateaux, parce que moi, je pense qu'il y en a trop à proximité de certains israéliens, juifs français, avec l'extrême droite. On les banalise, on les normalise. On dit, bon, c'est pas grave. Récemment, l'ambassadeur d'Israël en France, il a rencontré Marine Le Pen. Il y a des personnes. Et moi, je pense qu'il faut mettre une ligne rouge. Et quand on voit une personnalité juive tellement remarquable, et c'était très, très intéressant parce que la cérémonie était très, très républicaine, mais il a commencé par une citation de Marc Bloch qui a dit, moi, je suis laïque. Moi, je suis... Ça, c'est très bien. Mais je veux bien que quand je serai mort, on va lire le Kaddish. On n'a pas utilisé mon Kaddish, mais on va lire un hébreu. Alors, il y a une limite, il y a une limite quand même. Sa judéité était complètement revendiquée. Et c'était très, très intéressant. Il a dit, mais pourquoi la France insoumise? Moi, je suis juif. Mais pourquoi la France insoumise? Vous rejetez l'extrême droite, très bien. Non, mais il faut aller jusqu'au bout et il ne fallait pas accepter LFI. Ah si, aujourd'hui, c'est le parti passionnément antisémite. Vous ne pouvez pas comparer. Ah non, mais en plus, vous ne pouvez pas le comparer. Moi, je rejette l'extrême droite, mais je rejette... Non, ah si, moi, je les compare. Et moi, je parle, vous mais vous, non, c'est normal, vous êtes de gauche. Moi, je ne le comprends pas, mais moi, je le comprends. Mais ce qui est important, c'est qu'on a cette proximité avec l'extrême droite. Non, l'ambassadeur d'Israël en France, par exemple. C'est pas tous les juifs de France. J'ai pas dit deuxième débat. Tous les juifs en France, heureusement. Yael, on va passer à notre deuxième débat. Alors que l'Iran et les États-Unis négocient pour parvenir à un accord, le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Koweït auraient envoyé des messages de désapprobation à l'administration Trump. Justement, concernant cet accord, ces pays du Golfe sont inquiets car ils craignent que Téhéran n'en sorte renforcé. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est d'ailleurs actuellement aux Émirats arabes unis pour tenter de calmer les inquiétudes de ces pays du Golfe. Est-ce que cet accord est donc mauvais pour le Moyen-Orient? On va poser la question à Jean-Michel Cohen et à Guy Poran, qui ne sont pas du même avis. Ça se débat saison 1, épisode 105, face à face numéro 2. C'est parti. Jean-Michel, vous allez commencer. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Et Guy, vous prendrez la suite et vous enchaînerez. On n'oublie pas, vous avez bien 1 minute. Est-ce que tout le monde est prêt pour convaincre? Allez, c'est parti. Jean-Michel, c'est à vous. Alors d'abord, ça m'amuse beaucoup qu'on parle d'un accord. Il n'y a pas d'accord pour le moment. Il y a juste un mémorandum. Et ce mémorandum, les gens qui ont eu la chance de le lire et que je connais et qui m'ont rapporté, m'ont dit que dans ce mémorandum, il n'y a quasiment rien. Il n'y a que des sujets à évoquer. C'est-à-dire pas du tout d'accord, mais juste des sujets à évoquer. Ce qui fait que d'ailleurs, la situation restera extrêmement fragile. Elle a pour conséquence la chose suivante. C'est que tous les pays du Golfe qui ont été concernés pendant la période de la guerre sont des pays qui
qui sont extrêmement inquiets aujourd'hui de voir un Iran redevenir puissant et menacer toute la région. C'est bien qu'il y a une organisation qui va se mettre en place qui fait que, ne croyant plus au parapluie américain, ces gens vont être obligés de retrouver d'autres systèmes d'accord. Il n'y a pas d'accord pour le moment. Le mémorandum est vide de tout contenu. J'adore les gens qui parlent de ces accords et qui discutent. Il n'y a rien, et je le sais pour le savoir et pour l'avoir appris des gens qui l'ont lu. Donc la guerre est à la porte, peut redémarrer du jour au lendemain, et donc pour le moment, on ne peut rien dire à part de dire que c'est une capitulation des États-Unis. Gaï. OK, tout d'abord, dans cet MOU, il y en a pas mal de principes qui sont déjà là-bas. Mais tout d'abord, le Qatar, Bahreïn et le Koweït, ils n'ont pas rejeté l'accord. Au contraire, ils supportent les efforts à mettre fin à la guerre et restaurer la stabilité régionale. Mais ils demandent certaines garanties supplémentaires sur la sécurité. Pour l'Iran, Hezbollah, les Hamas et la Turquie, qui sont également partie du Moyen-Orient, cet accord est excellent. Pour l'Iran, il s'agit d'une victoire stratégique majeure dont il n'aurait certainement pas rêvé au début des conflits. Mais pour Israël, c'est sans doute un revers stratégique difficile et durable. L'Iran a prouvé que même sans l'arme nucléaire, mais avec son contrôle d'Ormuz, il pouvait soumettre le monde occidental, ses dirigeants arrogants, Trump et Bibi. Merci Bibi pour le plus grand échec stratégique de l'histoire d'Israël. Henri, est-ce que... Vous faites de la politique tous ici. Henri, est-ce que cet accord, il est mauvais pour le Moyen-Orient ? Il faut voir ce qu'il inclut, cet accord, l'arrière-décor de cet accord, enfin de ce principe, de cette première enveloppe. Ce dont les Arabes ont peur, craignent, c'est qu'il est en train de se former un nouvel axe musulman, pas arabe, et qui les menace directement. Je veux dire que l'axe qui commence à Istanbul, à Ankara, qui passe par Téhéran et qui finit par Islamabad, il ne concerne plus les Arabes, il concerne certaines puissances musulmanes, dont une est nucléaire. C'est ça le vrai décor. C'est ça ce qu'a dessiné la Maison-Blanche, en dépit des irratas des Arabes et d'Israël. C'est en fait le fond du problème. Nous sommes en train de changer la géopolitique du Proche-Orient. Et ça, c'est la Maison-Blanche qui l'a décidé. Alors, comment l'a-t-elle décidé ? Certainement par improvisation. On a vu hier Trump fêter son Air Force One généreusement donné par le Qatar, qui a payé pour ça. Alors le Qatar est la seule exception arabe, si on peut dire arabe, parce que ce sont des Bédouins, mais le Qatar est la seule exception à joindre à cette bande des trois qui est en train de se dessiner sous nos yeux, et qui fait tellement peur aux Arabes, même à l'Égypte d'ailleurs. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, vous voyez le silence, le mutisme total, parce qu'ils ont peur du retour de cet islam qui n'est pas arabe et qui n'est pas local et qui les menace, eux, et qui les fragilise davantage. Et donc c'est ça, en fait, le fond du problème de cet accord très mauvais qui cause tellement d'instabilité régionale et qui va aller en s'accentuant si jamais on le continue. Je peux ajouter un mot ? Une chose est très claire. C'est clair qu'il n'y aura toujours pas tous les détails. Mais ce qui est évident, c'est que les États-Unis, président Trump, ne pourraient pas supporter et refuser les menaces d'Iran sur l'économie mondiale et l'économie des États-Unis. Ça, il a fait, au lieu d'avoir une capitulation... Il a parlé d'une capitulation totale de l'Iran, et en fait, c'est lui qui a été capitulé complètement. Et tout le monde sait ça. Il n'y a pas de question d'un avis politique droite, gauche, et ça c'est clair. Et c'est très, très, très mauvais je suis d'accord avec vous, pour l'avenir du Moyen-Orient. Ça veut dire que les Iraniens vont savoir pour toujours qu'ils ont des capacités à tout moment de bloquer l'Ormuz encore une fois et d'avoir tout ce qu'ils voulaient. Et surtout d'avoir un axe islamiste extrémiste qui part d'Ankara jusqu'à Islamabad, parce que ce n'est pas le Premier ministre pakistanais qui donne le là, c'est son chef d'état-major.
c'est lui qui détient le vrai pouvoir. Et c'est un pouvoir de Pashtun, quand on connaît l'histoire de la sécession entre l'Inde et le Pakistan. Et c'est la même Qatar qui a payé tous les consultants de Bibi Netanyahu pendant la guerre. C'est la même Qatar, je vous rappelle. Surtout pris le wahhabisme à son compte. Yael, quand on voit que des pays du Golfe, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, redoutent quand même et craignent que justement, à cause de cet accord, l'Iran soit renforcé, c'est quand même un petit peu inquiétant puisqu'ils sont ici, dans la région. En fait, moi, de toute façon, moi, je suis pour aucun régime dans la région parce que moi, je suis pour la démocratie et aucun régime est un régime démocratique. Alors c'est pas la question, mais c'est important. Parce que c'est pas mes amis, c'est pas nos amis. C'est-à-dire, nos amis, c'est des régimes démocratiques. Alors, évidemment, ils sont pas d'accord, mais je pense que c'est une partie de leurs négociations, et parce que l'accord, il est pas encore là. Mais moi, en général, je pense qu'il faut être pour un accord. Mais comme pour le moment, on n'a pas un vrai accord, et on verra à quel moment. Et ce qui est vraiment important, c'est avoir cessez-le-feu. Parce que ce qui est important, c'est arrêter la violence. Ce qui est important, qu'il n'y aura pas des civils, et je reviens à cette question-là, qui sont sous des missiles, ni à Tel Aviv, ni à Téhéran. Mais qu'il n'y a pas des victimes. Alors, si on peut arrêter ça les avec accords Chamberlain-Daladier avaient le même sujet. On ne va pas arriver à un vrai accord bientôt. Et s'il y a des personnes qui ne l'aiment pas, et après on verra, et comment ça va développer. Et en attendant, on n'arrête pas et on fait marcher encore une fois l'aéroport de Tel Aviv comme il faut, par exemple. Parce que et on vit tranquillement. Alors moi, je suis en manière très, très profonde pour un accord avec l'Iran. Mais vous voulez justement, je reprends vos mots, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez des pays démocratiques. Or, l'objectif aussi de cette guerre et de l'initiative américano-israélienne, le 28 février dernier, c'était aussi de faire tomber ce régime des mollahs. C'était un appel aussi des Iraniens. Non. Mais ça, en fait, on ne peut pas le faire à la place. Ça ne marche jamais. Moi, je suis partisante des pressions internationales réelles sur une politique d'État. Mais un changement de régime doit venir de l'intérieur. On verra si on va voir ça en Israël, mais j'espère bien. Mais ça doit venir de l'intérieur. Alors, toute cette histoire-là était complètement, ça n'a pas marché. C'est juste le fait. Bon. Mais ce que j'ai juste dit qu'il est fait, que l'Arabie Saoudite est pas contente, ça, c'est pas. Moi, je m'identifie pas avec l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, ils sont pas mes alliés. Alors, ce qui est important, qu'il y aura un accord. Évidemment, il y aura beaucoup de négociations. Ce qui est important, encore faut-il que ça soit donc vraiment signé. Qu'on arrête. Et j'espère bien qu'on va vraiment arrêter parce que les souffrances humaines chez tous les civils dans la région est juste trop. En tout cas, les négociations se poursuivent donc toujours entre Téhéran et Washington. On va passer à l'interview du tac au tac. Nous sommes avec Mathieu Clouvel-Gervaiso. Merci d'être avec nous ce soir en direct. Vous êtes le consul général de France à Tel Aviv et on va parler de cette nouveauté qui a été lancée par l'ambassade de France, une chaîne WhatsApp destinée donc aux ressortissants ici qui vivent ici en Israël. Racontez-nous quel est l'objectif de cette chaîne. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. C'est d'arriver à communiquer à toutes les générations. C'est le propre de WhatsApp, c'est que de 18 à 98 ans, tout le monde a WhatsApp et dans des groupes d'une façon ou d'une autre, et de communiquer différemment. La communication traditionnelle par Internet, par email, on en reçoit trop, on n'y est plus, on n'a plus le temps. WhatsApp, c'est court, c'est en français, c'est en hébreu, ça peut être percutant et on peut donner les dernières nouvelles qui sont importantes pour nous. Qu'est-ce qui a poussé à la création maintenant de cette chaîne WhatsApp ? Alors, en toute franchise, je suis là depuis 4 ans et depuis 3 ans et d'octobre 2023, on va quand même de crise en crise et d'épisode guerrier en épisode guerrier. Ça a été le dernier. Ça a été le dernier parce que pour toucher à la fois les Français résidents et les Français de passage, on s'est rendu compte que les chaînes WhatsApp, c'est ce qui manquait à notre dispositif et que quand il y a une nouvelle grave ou en matière de sécurité à donner,
c'est le meilleur moment et on voudrait élargir ça à ce qui est important pour les Français. C'est-à-dire, voilà, vous avez besoin d'un passeport, vous avez besoin d'un livret de famille, très court, en français, en hébreu, en 3-4 lignes, comment vous faites, efficace et percutant. On pense que c'est le meilleur moyen pour toucher à la fois nos 230 000 Français résidant en Israël et les dizaines de milliers de Français de passage, touristes et femmes et hommes d'affaires qui viennent ici. Il y avait donc un réel besoin chez les Français. Oui, et puis je pense que, notamment en Israël, on communique différemment. Nous, on se rend compte que la communication traditionnelle, on touche pas, ça porte pas. Et des fois, ce qu'on appelle en rigolant et avec amitié, affection avec nous, Radio Picard, c'est-à-dire que de faire comme ça vibrer et lancer des petites informations, mais on touche l'ensemble de la communauté en quelques jours et c'est extrêmement efficace. Et quels sont les sujets qui sont les plus importants pour les Français? Vous parliez des passeports. Est-ce qu'en ces périodes de guerre, c'était aussi de savoir si l'aéroport était fermé, les questions de rapatriement, on imagine? Oui, vous avez entièrement raison. Ça dépend un peu des moments. Là, on est juste avant les vacances. Donc, c'est comment renouveler son passeport. On peut avoir un passeport au consulat général, un rendez-vous en 24 heures et un passeport en 3-4 semaines. C'est comment le faire simplement. Ça peut être une élection à un moment. L'an prochain, on va voter pour les présidentielles, sans doute pour les législatives. Donc, comment voter par Internet, à l'urne, dans quelle ville? Ça peut être faire son livret de famille. Je viens d'avoir un enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les démarches rapides et simples par courrier à faire en quelques jours? Ou je ne reçois plus ma retraite, j'ai un problème de certificat de vie. Voilà, comment est-ce que je vais à ma mairie, à telle administration? Comment est-ce que je fais sur mon téléphone? Donc des choses très courtes, en français en priorité, mais aussi en hébreu. L'idée, c'est le service public à la française du consulat général. C'est gratuit, c'est simple, on répond rapidement. Il faut éviter de passer par des intermédiaires qui peuvent prendre parfois l'argent en donnant des conseils ou de recommandations qui ne sont pas toujours les meilleurs. C'est l'ambassade d'Israël qui se renouvelle un petit peu, qui s'adapte aussi aux nouvelles technologies? Il faut avoir tous les réseaux sociaux de Facebook, à Instagram, à TikTok, au site Internet et WhatsApp. Il y a bien un média et un médium incontournable en Israël, c'est bien les groupes WhatsApp, ça tout le monde connaît. Et on va donc tous rentrer dans ce groupe. Il suffit donc de scanner le petit QR code que l'on va voir peut-être affiché à l'écran pour donc rentrer dans cette chaîne WhatsApp. Voilà, vous le voyez, cette chaîne WhatsApp, donc la France en Israël, destinée donc aux ressortissants français qui vivent donc ici en Israël. Merci beaucoup Mathieu Clouvel-Gervaiso d'avoir été avec nous. Vous êtes consul général de France à Tel Aviv. Très belle soirée. Merci beaucoup à vous. Bonsoir. Et Julien Assal a suivi pour nous l'information. Et oui, bonsoir tout le monde, allez au CEN. Cette semaine, on assiste à une rupture diplomatique. Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, c'était un peu la best friend européenne de Donald Trump, mais récemment, Trump a raconté un truc de fou. Il dit que pendant le sommet du G7, Meloni l'aurait carrément supplié pour avoir une photo avec lui. Et lui, dans un immense élan de générosité, aurait accepté par pitié. C'est lui qui le dit. À ce stade, on n'est plus dans la diplomatie internationale, on est dans l'île de la tentation, où on est dans un épisode de « Qui veut humilier mon ex ?» J'imagine la tête de Meloni. Alors évidemment, elle affirme que Trump a tout inventé. On dirait deux ex qui se croisent à un mariage et passent leur soirée à raconter leur version de l'histoire à tous les invités. À ce stade, il manque juste une amie qui attrape Donald par le bras pour lui dire « Écoute, ça fait 6 mois, il faut passer à autre chose maintenant. » C'est quand même incroyable, hein. On parle du président des États-Unis et de la chef du gouvernement italien. Et pourtant, la dispute ressemble exactement à celle de 2 ados qui viennent se désabonner sur Instagram. Bon, et cette semaine, tout le monde cherche à faire le buzz. Après Trump et Meloni, un bébé autrichien s'y met aussi. En Autriche, une femme a accouché en urgence dans un McDonald's, mais on ne sait pas si son premier cri était maman ou menu Maxi Best-of. En principe, on repart du McDo avec un Big Mac, elle est repartie avec un bébé. J'imagine la tête du personnel. Bonjour, vous prenez quoi? Un fiche, s'il vous plaît. Non, une péridurale, si possible. Bon, certains cherchent longtemps ce qui les rend uniques. Pour ce bébé, c'est réglé. Né au McDo entre les nuggets et la friteuse. Du coup, McDonald's a décidé de lancer un nouveau service après le Drive, le Click and Collect, Maternité Express. Allez, bon appétit et à demain. Voilà donc la carte blanche de Julien Assal. Sympathique ce groupe WhatsApp de l'ambassade de France. Oui, essaye de se renouveler. En tout cas, oui. Très utile, ça va plaire à beaucoup de Français. Et oui, l'information va circuler plus rapidement parce qu'elle est parcellisée entre l'ambassade, les consulats honoraires, les vrais consulats, etc. Donc, ça va rendre service. Moi, je fais pratiquer mon français comme ça. Exactement. Mais il est déjà très bien, votre français. Jean-Michel, vous allez vous inscrire aussi sur cette chaîne?
Écoutez, Océane, c'est déjà fait. J'ai pris le WhatsApp sur le scan, le code sur votre écran et je suis déjà inscrit. Et je viens d'envoyer un bravo au consul pour lui dire que c'était vraiment la bonne initiative parce que lors de du dernier épisode, c'est vrai qu'on a été nombreux à se poser des questions et bravo au consul et bravo à la République française d'avoir créé ça. Une jolie initiative, en effet. Merci à vous, merci à nos invités à Paris, Yael Lerrer et Jean-Michel Cohen d'avoir été avec nous. Et puis ici, à mes côtés, à Tel Aviv, Henri Bétan et Guy Poran. C'est la fin de ce numéro 105 de Ça se débat. Vous retrouvez tout de suite l'édition du soir qui est présentée ce soir par Myri Maman. Quant à moi, je vous retrouve demain. Très belle soirée sur i24 News.